C'est bon. Ok, allez, ben on est parti pour 1 heure et demie à peu près ensemble, on verra le rythme. Donc, je me présente, moi je m'appelle Franck Gras, je suis enseignant tout d'abord en sciences et techniques médico-sociales dans un lycée, une section professionnelle. Je suis titulaire du DDU de neuroéducation de Paris Descartes et puis de Créteil également, administrateur de l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives et puis intervenant sur le parcours de formation neuroéducation de l'Académie de Besançon. Voilà, et moi je suis jurassien. On va commencer sur cette notion. Alors, pour le coup, Aurore, ça va peut-être pas être très nouveau pour toi, de comment mobiliser son cerveau pour mieux mémoriser et les mécanismes de la mémorisation. Alors, je pense que vous avez le diaporama sous les yeux sans aucun souci. Je vous demanderai juste de me répondre parce que j'ai pas le visuel comme j'ai Oui, partagé c'est bon. l'écran. C'est bon, merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est une première présentation assez rapide du cerveau, de la mémoire, d'aborder ensuite le mécanisme de la plasticité cérébrale. On parlera ensuite des mémoires et de la mémorisation. Je parlerai des différents types de mémoire. On s'intéressera au point noir de l'oubli. Et on verra comment optimiser sa mémorisation et comment mettre ça en pratique dans la classe. Et ça, ce sera sur le final. Alors, le cadre de la rencontre, alors on n'est pas encore très nombreux, mais ce n'est pas très très grave. Il faut juste qu'on soit d'accord sur le fait que déjà, ce que je vais vous donner, ce ne sont pas des prescriptions. Je ne suis prescripteur de rien du tout. Je vais vous apporter des apports scientifiques et essayer de vous amener les apports les plus rigoureux possibles. Je vous propose qu'on ait une liberté de parole, qu'on ait une écoute et qu'on ne soit pas dans le jugement, que nous soyons bienveillants entre nous, que nous soyons engagés pour pouvoir prendre la parole et participer, sachant que je vous rappelle bien que je ne vois pas, moi, votre chat et vos interventions. Donc, si vous avez des interventions, prenez la parole avec votre micro. Et puis, la simplicité et la bonne humeur, qui sont également deux ingrédients importants pour cette heure et demie que l'on va passer ensemble. Alors tout d'abord, pourquoi on est là ensemble? C'est intéressant et vous ne partez pas de rien, vous êtes tous enseignants et vous avez déjà tous une pratique enseignante. Donc à travers ce qu'on va faire là, la question intéressante à se poser, c'est qu'est-ce que je fais déjà et pourquoi? Donc, je le redis, hein, vous n'arrivez pas neutre de toute connaissance, donc ça va être aussi à partir de vos expériences qu'on pourra discuter. Alors, pour commencer sur cette notion de cerveau et de mémoire, j'avais envie de parler brièvement des patients cérébraux lésés, parce qu'ils ont été à l'origine, un petit peu aussi à leur manière, des connaissances qu'on a sur le cerveau actuellement. Ces fameux duos patients-chercheurs, il y en a deux qui sont très connus. C'est ce patient qu'on appelle HM avec Brenda Milner, et qui a subi une double exérèse de l'hippocampe suite à des très très graves crises d'épilepsie. Et puis le constat qu'on a pu faire après, c'était pas imaginé au début, c'était qu'il y a eu vraiment une problématique de mémoire pour ce monsieur. Et on a fait ainsi le lien entre la mémoire et une partie du cerveau, une zone du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Le deuxième patient célèbre s'appelle Cass, enfin on l'a anonymé Cassé, avec comme chercheur Handel Tolvin. Et là, c'était des amnésies épisodiques intenses suite à un accident de voie publique. Et il avait une incapacité de se souvenir et d'évoquer des souvenirs, mais par contre, il pouvait former des connaissances. Il était capable de jouer aux échecs, comme on le voit sur cette photo. Et là, on a fait le lien, en tout cas Tolvin et son équipe, entre les associations, entre les mémoires qu'on dit épisodiques, c'est-à-dire les mémoires des souvenirs de vie, des moments de vie, et la mémoire sémantique, cette fameuse bibliothèque dans laquelle on range toutes nos connaissances, tous nos savoirs, et dont on reparlera tout à l'heure. Alors voilà, tout ça pour dire qu'auparavant, il était très très difficile d'étudier un cerveau s'il était toujours étudié post-mortem ou dans des cas particuliers. Donc, je viens de vous donner par exemple avec 2 exemples de patients qui étaient cérébro-lésés. Et puis après est arrivée l'imagerie médicale, et cette fois-ci, ça a eu un changement de paradigme qui nous a permis, qui a permis aux chercheurs en tout cas, d'aborder cette fois-ci des individus sans lésion et de les voir avec un cerveau qui fonctionnait
réellement, on n'était plus dans un cerveau lésé, on n'était pas dans un cerveau mort avec les analyses post-mortem qu'on faisait avant parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et donc, ça a permis de voir un petit peu, avec l'imagerie médicale, les synchronisations qu'il pouvait y avoir entre différentes régions du cerveau. Et ça nous a donné une réalité plus proche de la physiologie du fonctionnement du cerveau, d'un cerveau en fonctionnement. Ce qu'on ne savait pas avant. C'est une approche intéressante parce qu'elle a quand même souvent conforté les théories qui étaient des théories beaucoup plus pensées, imaginées par l'humain, mais sans support physique de ce qui se passait dans le cerveau, avec ce qu'ont apporté Montessori, Freinet et d'autres. Donc c'est assez intéressant parce que cette évolution de l'imagerie médicale, elle a permis de conforter ce qu'avait dit, une partie en tout cas de ce qu'avaient dit ces gens-là. Donc cette approche neurophysiologique également chez les enfants a permis de voir la maturation de leur cerveau. Chez les personnes âgées, le vieillissement du cerveau, les maladies du cerveau, tout ce qui était les maladies, donc on dit neurophysiologiques ou neurodégénératives. Ce n'est pas du tout le thème du jour, mais voilà, l'imagerie médicale a permis tout ça et permet tout ça. C'est quand même intéressant de le savoir. Alors, pour ce qui nous concerne, puisque c'est bien notre thème, on va l'aborder au niveau de la neuroéducation. Alors, on a deux grandes familles, un petit peu la neuroéducation et les sciences cognitives. Dans tous les cas, dans les deux cas, ce sont des voies de recherche qui sont passionnantes et qui permettent, comme on le dit, c'est le gagnant de tout ça, c'est l'enfant. Et puis nous aussi, parce que dans nos pratiques, ça nous questionne. Et quand on a des fois quelques années de pratique, ça nous redynamise dans une approche un petit peu différente. Donc cette neuroéducation et ces sciences cognitives ont permis des découvertes, donc au niveau du cerveau, de son fonctionnement, de ses grandes fonctions, des découvertes qui ont été très intéressantes pour les éducateurs parce qu'on s'est rendu compte que le cerveau tel qu'il est fait, il faut en tenir compte pour les apprentissages. On ne peut pas nier certaines fonctions du cerveau, certaines choses qui se passent dans le cerveau. Il faut s'y adapter pour les apprentissages. Et à l'inverse, les apprentissages allaient aussi, à leur façon, influencer le cerveau. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, les éducateurs sont très, très demandeurs quand on entre dans cette voie et que les neuroscientifiques, à leur niveau aussi, sont très demandeurs de partager les discussions sur ce qui se fait sur le terrain, ce qui se fait dans une classe. Ça a été, je pense, l'idée de génie de l'association donc Apprendre, réformer avec les sciences cognitives, c'est-à-dire cette rencontre entre Olivier Houdet, Jean-Luc Berthier, Fred Guiret, qui a permis de remettre ensemble les laboratoires et la classe. Parce que dans les laboratoires, les chercheurs cherchaient, dans les classes, les enseignants enseignaient. Les chercheurs avaient des voies d'approche et des réflexions sur l'enseignement. Les enseignants se questionnaient sur ce que pouvaient donner les recherches, mais il n'y avait pas de lien. Et ce lien vraiment a été créé par l'association et ça a été vraiment une idée de génie. Alors, je le dis bien, par rapport à la neuroéducation aux sciences cognitives, il n'y a pas de prescription aucune. Personne ne se prétend prescripteur, y compris les scientifiques. Personne ne se prétend prescripteur de rien du tout. Simplement, les sciences cognitives, la recherche, a permis de montrer des choses et de proposer des choses. Et on peut donc s'inspirer de la recherche pour enseigner dans les classes. Et la recherche s'inspire de ce qui se passe dans les classes, puisque les chercheurs le disent eux-mêmes, ils ne sont pas pédagogues, et ils s'inspirent de ce qui se passe dans l'écologie d'une classe pour en tirer des conclusions et pour mener des études. Donc ça, c'est le côté très très intéressant finalement de ces sciences nouvelles, sans être nouvelles, puisqu'elles ne sont pas tout à fait nouvelles, mais c'est le côté en tout cas intéressant de la vulgarisation actuelle qu'on peut faire là autour, de façon à pouvoir progresser dans ce qui se fait en classe, et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'intérêt de l'élève essentiellement. Mais j'y rajoute quand même l'enseignant, parce que tout ça, ça modifie des choses, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ça modifie des choses dans nos pratiques, dans nos façons de voir les choses, ça modifie notre posture, ça peut être un peu déstabilisant, mais c'est toujours très intéressant. Alors pour commencer, je vais vous parler de la plasticité cérébrale. Ça a été sans doute la grande découverte en neurologie du XXe siècle.
Et la plasticité cérébrale, ça part du principe que dans notre cerveau, on a des neurones. Alors ça, je n'apprends rien à personne, je pense. On a entre 86 et 88 milliards, on ne sait pas exactement. Et que ces neurones vont se relier entre eux par leurs axones qui vont aller se mettre en contact donc d'un autre, voilà ces axones qu'on a ici, qui vont venir se mettre en contact avec les dendrites d'un autre neurone. Et comme ça, le message nerveux va pouvoir passer d'un neurone à un autre neurone et aller porter son information à travers une zone qu'on a entre les deux neurones, les zones de connexion entre deux neurones qu'on appelle une synapse, c'est des zones microscopiques dans lesquelles se déversent des neurotransmetteurs qui permettent cette transmission d'informations. Donc, c'est un processus de réaction en chaîne qui permet à l'information de circuler à l'intérieur de notre cerveau. Sur les connexions entre les neurones, c'est super intéressant, et c'est ça la plasticité finalement, c'est qu'elles ne sont pas fixes. En réalité, apprendre, se poser des questions pour apprendre, comme on va revenir dessus tout à l'heure, ça change, ça modifie des choses dans le cerveau, et c'est ce que, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai trouvé particulièrement passionnant, c'est-à-dire de faire le lien entre la biologie, la neurobiologie, la neurophysiologie, c'est-à-dire le concret, vraiment ce qui se passe dans une tête, et l'apprentissage. Et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer à une époque, ce n'est pas le nombre de neurones qui va varier, mais c'est le nombre de connexions. C'est-à-dire qu'on peut passer entre des neurones de 1000 connexions dans un état de base à 10 000, voire 100 000 connexions entre ces neurones dans un état, on va dire, d'apprentissage. Ce qui veut dire que tout apprentissage, toutes les fois où on apprend, eh bien, notre cerveau va se modifier. Alors, dit autrement avec le sourire, si vous retenez quelque chose de tout ce que je vous dis là, si ça vous marque, si ça fait appel à des souvenirs, tout ça, ça va modifier votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau de maintenant et votre cerveau de fin de conférence, il se sera transformé, mais réellement transformé. Et ça, on arrive à le voir en imagerie médicale et sur des des petits films même. Et sur la partie-là, on voit deux neurones. Alors, il y en a même plus, mais si je veux... Alors, j'essaie d'avoir ma flèche. Voilà. On a un neurone ici qu'on pourrait appeler le neurone A et la synapse d'un neurone ici qu'on pourrait aller appeler le neurone B. Entre le neurone A et le neurone B, il n'y a aucune connexion. Cependant, quand on va se mettre à apprendre, on va dire ça comme ça pour le moment, eh ben, en réalité, ces deux connexions, cette connexion, pardon, elle va se créer entre le neurone A et le neurone B. Alors, en microphotographie, vous pouvez trouver cette petite capsule sur la chaîne YouTube de Steve Masson, qui la montre en vidéo réellement, et qui est quand même assez passionnante à voir. Et c'est à partir de là que se créent les connexions, et c'est ça la plasticité neuronale. Ça veut dire que quand un cerveau apprend, un cerveau se modifie. Alors, un cerveau se modifie, on prend cet exemple-là, je vais revenir de la forêt, mais juste quelques secondes encore là-dessus, c'est que ces liaisons qui se font, ces synapses qui se créent, ces connexions entre les neurones, finalement, on a un certain nombre d'études qui ont travaillé là-dessus, qui ont exploré ce champ. Il y a eu une étude célèbre sur les chauffeurs de taxi londoniens, où là, en quelques mois, on se rendait compte que certaines zones de leur cerveau se modifiaient, se densifiaient, donc avec des connexions qui allaient augmenter, et qui donnaient une perception de la ville de Londres meilleure pour les chauffeurs de taxi, qui de ce fait devenaient meilleurs dans leur travail quotidien. Il y a une autre étude qui a été faite un petit peu après avec des étudiants, et l'étude qui a été menée avec les étudiants, c'est une étude sur l'apprentissage du jonglage. On a pris des étudiants qui ne savaient pas jongler, on leur a appris à jongler, et on a regardé dans les zones du cerveau qui sont liées avec, entre autres, tout ce qui était visuo-spatial, la vision dans l'espace, puisqu'il fallait suivre les balles, les récupérer, etc. Ben, entre autres, cette zone-là, elle se densifiait aussi au fil du temps. Et là, c'était, je crois, quelque chose qui a été fait sur quelques mois, mais plus de l'ordre de 3-4 mois. Je n'ai plus de mémoire, mais c'est quelque chose comme ça. Et là, on s'est rendu compte aussi que pendant la phase d'apprentissage, et arrivé à un certain moment où ils savaient jongler, quand on refaisait une imagerie cérébrale de leur cerveau, ces zones visuospatiales s'étaient densifiées, ce qui témoignait du fait que l'apprentissage avait clairement donné quelque chose de visible dans le cerveau.
Et puis aussi de façon intéressante, c'est quand ils ne pratiquaient plus, cette densité diminuait. On va avoir l'occasion d'en reparler aussi après. Puis enfin, et donc là c'était en quelques mois, on a eu des études en quelques semaines, et je crois qu'il y a eu même des études dont j'ai plus le nom de la personne qui avait fait l'étude, mais sur l'apprentissage de mots et de musique, je crois, où c'était de l'ordre de 45 minutes. C'est-à-dire que ces liaisons entre neurones peuvent se faire très très vite. Et ça, c'est très très intéressant, puisque tout ça, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que quand on est en train d'enseigner en classe, nos enseignements vont modifier les cerveaux des élèves et vont permettre la mémorisation, par exemple. C'est plutôt intéressant de le savoir. Les élèves ne sont pas que des cerveaux, c'est ce qui peut des fois être reproché aux sciences cognitives ou à la neuroéducation, puisque qu'un apport de cerveau, on aurait juste comme centre d'intérêt le cerveau et les neurones, ce n'est pas le cas. Personne ne l'a jamais dit dans les gens qu'on a pu côtoyer dans la recherche à travers l'association, personne n'a jamais dit ça, mais c'est un facteur qui joue d'une façon importante dans l'apprentissage, et ce n'est pas inintéressant, reconnaissons-le, de le savoir. Donc, je vous disais qu'on pouvait mémoriser en comparant le cerveau à une forêt. Et quand vous êtes dans une forêt, que vous voulez aller dans une forêt où il n'y a pas de sentier d'un point A à un point B, vous allez dans un premier temps devoir écarter les feuilles, casser les branches, enlever les ronces, pousser les cailloux et faire votre petit chemin pour aller du point A au point B. Si vous y passez une fois, il ne se passe pas grand-chose. Mais si vous y passez plusieurs fois de suite et régulièrement, alors à ce moment-là, va commencer à l'intérieur de votre forêt à se former un sentier. Un sentier plus ou moins marqué en fonction du temps qu'on va passer à l'emprunter et qui va faire une trace dans cette forêt. Et cette trace va nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement du point A au point B. Voilà, c'est un peu un parallèle classique et connu qu'on fait avec la mémorisation, mais plus les sentiers sont marqués, plus on s'y déplace vite et plus c'est facile de se déplacer. Si on fait un parallèle avec la mémorisation, plus les sentiers dans le cerveau, c'est-à-dire plus les réseaux de neurones, plus les connexions entre les neurones se font, plus notre sentier va se marquer, plus on va se déplacer rapidement dans ces réseaux de neurones, c'est-à-dire qu'on peut aller rechercher dans sa mémoire à long terme des connaissances et qu'on va pouvoir y aller relativement vite et relativement facilement. Pour prendre un exemple par rapport à ça, c'est l'apprentissage des tables de multiplication. Quand vous arrivez à une fluidité sur une table de multiplication, quand l'élève est capable d'une fluidité de réponse, quand il vous donne la réponse de 3 fois 7, par exemple, alors quelqu'un qui n'a pas encore parfaitement appris sa table, le sentier n'est pas parfaitement tracé, 3 fois 7, 21, il va mettre un petit moment. Il va chercher, ça va être un peu compliqué, voire il va devoir compter sur ses doigts. Mais plus il va apprendre cette table, plus ça va devenir quelque chose d'automatique et plus il va se déplacer rapidement. Donc, le 3 fois 7, 21, comme vous et moi maintenant, va être automatique. Donc, 1, c'est facile, 2, c'est rapide. Et ça, c'est grâce, finalement, à ces réseaux de neurones. Alors, on prend l'image de la forêt qui va bien, le sentier contraste. Les sentiers contrastent dans le cerveau, c'est des réseaux de neurones qui vont s'associer les uns aux autres et qui vont, en se renforçant, donner de la fluidité à l'apprentissage. Donc c'est ça, voilà, je vous ai donné les 3 étapes, et quand on en arrive au chemin qui est complètement marqué sur la droite, vous comprenez que là, c'est très très vite, c'est très facile, et on n'est plus gêné par rien du tout, et ça va bien. La tâche donc a été apprise plus facilement, enfin, est apprise et maintenant est plus facile à résoudre. Mais si on cesse d'emprunter le cerveau pendant plusieurs mois, plusieurs années, eh ben, le sentier va disparaître. Et c'est ce qu'on appelle dans le cerveau l'élagage neuronal, c'est-à-dire que des connexions qui s'étaient faites, eh bien, comme elles se sont faites, elles vont se défaire. Si vous ne pratiquez pas un certain nombre de choses pendant un certain temps, vous allez les oublier. Alors, ce n'est pas le cas des tables de multiplication que j'avais pris tout à l'heure, parce que là, c'est un petit peu différent. Vous avez créé des automatismes, comme vous avez appris à créer des automatismes pour marcher, faire du vélo, pour tenir un stylo. Donc ça, c'est vraiment bien ancré et les liens sont bien faits, bien solides. Et par contre, sur des choses plus superficielles, là, c'est quelque chose que vous pouvez oublier. Si, quand vous avez les élèves parfois d'une année sur l'autre, ou même entre le début d'année et le milieu, fin d'année, quand vous parlez de quelque chose que vous avez fait en cours,
les élèves sont capables de vous dire avec une authenticité réelle, monsieur, non, non, on vous assure, on n'a jamais fait ce chapitre. Je le disais avec des collègues il n'y a pas longtemps, des fois c'est tellement réel, et ils me confortaient dans mon idée, que c'est des fois tellement réel qu'on va reprendre notre cahier de texte et on va regarder parce qu'on a un doute, on se dit, ah, mais on l'a fait ou on ne l'a pas fait finalement. Mais eux, ils l'ont complètement oublié. Et ce qui s'est passé dans leur cerveau, simplement, c'est que ces liens entre les neurones, comme je vous l'avais montré sur les premières diapositives, ils se sont tout simplement défaits. Ils n'étaient sans doute pas suffisamment forts, pas suffisamment renforcés encore. Et le fait de ne plus y venir, de plus fréquenter le sentier, ça a tout simplement fait disparaître le réseau, ou en tout cas l'a affaibli tellement que l'élève ne se rappelle plus qu'il a fait ce chapitre ou cette leçon. Je vais peut-être un petit peu vite, mais là, comme on a du temps, je peux vous laisser la parole si vous avez envie de la prendre, me poser des questions ou si vous voulez partager l'expérience. Et puis ensuite, on continue. Et s'il n'y a pas de questions, on continue tout de suite. Et je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez. Non, alors comme il n'y a pas de prise de parole, je vais continuer. Et on va aborder donc cette fois-ci ce qui va faire un lien direct avec la plasticité du cerveau, c'est la mémoire et la mémorisation. Ça, c'est un point, évidemment, quand on est enseignant, qui nous concerne grandement, mais pas qu'enseignant d'ailleurs. Et combien de fois vous entendez quelqu'un dans votre entourage vous dire « Oh, j'ai plus de mémoire ». Alors déjà, on va revenir sur le terme parce que les mémoires, enfin la mémoire, elle n'est pas au singulier, mais c'est les mémoires. Et on va essayer de voir, de faire un petit balayage rapide de ces différentes mémoires. Tout ça nous emmenant évidemment à la mémorisation, qui est, nous, en tout cas, notre mission, une de nos missions quand on est enseignant. Alors, tout d'abord, il faut faire la différence entre la mémoire et la mémorisation. La mémoire, c'est la structure des systèmes et leur fonctionnement. C'est un petit peu ce dont on a parlé quand on parlait de la plasticité cérébrale, c'est dans le cerveau, il y a des neurones, ces neurones s'associent en réseaux, ces réseaux peuvent se renforcer, et ces renforts dans le cerveau vont fabriquer de la mémoire. Donc ça convoque la biologie cellulaire, ça convoque la neurophysiologie, ça convoque le niveau moléculaire également quand on parle des neurotransmetteurs, ça convoque beaucoup de choses donc, qui sont dans le cerveau du plus gros au plus petit. Et la mémorisation, elle, c'est un processus par lequel un être vivant donc, enregistre des infos et des connaissances dans sa mémoire. Donc, c'est une première chose. Mais les maintient en mémoire, ça c'est ce que je vous ai dit précédemment, et être capable de les rappeler s'il y en a besoin, c'est-à-dire d'aller les chercher. Ce qui veut dire que pour comprendre, pour se repérer dans l'histoire ou dans une histoire, pour raisonner, pour former et ajuster des modèles mentaux, pour exécuter des choses, pour se projeter dans l'avenir, tout ça, c'est impossible sans la mémoire. Donc elle joue vraiment un rôle considérable dans toutes les actions de la vie, à chaque moment, mais puisque c'est ce qui nous intéresse essentiellement dans les apprentissages. Alors, sur la mémorisation, on va faire un petit retour rapide sur les différentes façons de mémoriser, ce qui va permettre de faire une différence entre, premièrement, des mécanismes qui sont identiques pour tous, et puis les différences qu'on peut avoir entre les apprenants. Alors, les mécanismes qui sont les mêmes pour tous les êtres humains sur Terre, c'est les 5 noms que vous avez là, dans l'ordre, c'est-à-dire de la gauche vers la droite dans l'ordre. D'abord la perception, ensuite l'encodage de l'information, ensuite le traitement de l'information, le stockage en mémoire à long terme, on va y revenir après sur tous ces mots, de l'information, et la récupération de l'information quand on en a besoin. Voilà, ça c'est pour tous. Maintenant, ça peut se différencier un peu selon les apprenants. Et c'est là que ça nous concerne aussi, ces fameuses hétérogénéités de nos classes, parce qu'il y a différentes stimulations qui vont permettre, ou pas, si elles ne sont pas là, d'accroître ces phénomènes de mémorisation, de les améliorer. C'est-à-dire que plus on sait que l'on peut faire croître sa mémoire, plus on le sait, plus ça marche. C'est-à-dire que c'est une partie sur l'apprendre à apprendre avec les élèves qui est intéressante, parce qu'ils ont très très souvent l'impression qu'il y a, je vais vous faire ça assez court, mais il y a les bons et les mauvais, et de ce fait on est bon ou mauvais.
et que c'est comme ça. C'est pas de chance. Soit les bonnes fées sont penchées sur le berceau à la naissance, soit pas. Et de ce fait, ça limite beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle un état d'esprit fixe. Cet état d'esprit fixe, il a tendance à bloquer quand même pas mal de possibilités parce que l'élève ne sait pas, puisque de toute façon, c'est pas possible puisqu'il est comme ça et donc il ne se passera rien. Donc ces débuts-là de stimulation développementale, vous le savez, hein, chez le petit, chez le bébé déjà, voire même avant, sont vraiment très très importants pour stimuler l'enfant. Et stimuler l'enfant, c'est activer en lui des réseaux qui sont déjà un peu, on va dire, pré-câblés dès la naissance, et que ces activations vont renforcer ces réseaux. On a un facteur génétique ou épigénétique avec un potentiel qui va être plus ou moins important, mais finalement, on a tendance à dire, en tout cas, vraiment en France, les chercheurs français sont quand même beaucoup axés là-dessus, c'est que oui, certes, il y a un petit facteur génétique, mais sur l'apprentissage, ce facteur génétique est quand même très très petit par rapport à un facteur environnemental qui, lui, est très grand. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des problématiques au niveau génétique qui vont modifier certaines choses, quelque chose qu'on peut retrouver sur les fonctions exécutives, par exemple, dont on aura peut-être l'occasion de reparler sur un prochain webinaire. Mais, en tout cas, ça reste un petit pourcentage de la totalité de ce qui va influer et influencer la mémoire. Alors, pour revenir sur le processus d'encodage, et pour faire court, voilà, ça pourrait se résumer avec 3 images, l'encodage, le stockage et la récupération, avec 3 phases chronologiques. Et pour revenir un petit peu plus dans les détails, lorsque de nouvelles infos arrivent, il y a effectivement un encodage réalisé par le cerveau. Donc ces infos, elles arrivent par les mémoires sensorielles, qui sont de l'ordre de quelques millisecondes, et qui vont permettre d'enregistrer une information qu'on a vue, qu'on a entendue, qu'on a goûtée. Ça fait appel à nos sens. Donc, ces informations vont être transformées en signaux, c'est-à-dire en influx nerveux, et ceci va être stocké plus ou moins longtemps. Mais très rapidement, ces informations, pour qu'elles soient stockées et conservées, il va falloir les consolider et en faire quelque chose. Et si on fait ça, on va les basculer dans une mémoire qu'on va appeler une mémoire à long terme, et ce qui va être intéressant après pour la récupération, c'est que si on a tracé un chemin qui va bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir récupérer ces informations relativement facilement, de façon consciente ou inconsciente. Inconsciente, c'est essentiellement ce qu'on a automatisé, c'est-à-dire des apprentissages automatisés auxquels on ne réfléchit plus maintenant. Et si vous y réfléchissez en regardant des enfants, les vôtres ou des petits, apprendre à marcher, ça a été long, et on est beaucoup tombé. Apprendre à conduire, regardez les personnes qui apprennent à conduire, ça leur demande une très très grande concentration. Parfois, quand vous avez un ado peut-être à la maison avec qui vous faites de la conduite accompagnée, quand il est en train de conduire, et si vous lui parlez comme vous avez l'habitude de faire en conduisant, lui vous dit stop, tais-toi s'il te plaît, parce que lui, il a besoin d'une attention particulière pour ce nouvel apprentissage, alors que vous, c'est quelque chose d'automatisé, et faire 2 heures de trajet en discutant avec votre voisin, ça ne vous pose aucun problème. Voilà, là, c'est juste quelques idées comme ça sur l'automatisation et les apprentissages automatisés, qu'on a tendance à oublier d'ailleurs. Quand on les a automatisés, ça nous semble normal. C'est bien d'y repenser parce que nous, à l'âge qu'on a, on a quand même quelques années de différence avec les élèves qu'on a. Est-ce qu'un certain nombre de choses que nous, on a automatisées, auxquelles on ne pense même plus, mais eux, ils sont en train de les automatiser. Donc, il faut leur laisser le temps de le faire. Il faut avoir cette tolérance. Ils ne peuvent pas avoir les automatismes qu'on a à 40 ans quand ils en ont 15. Alors, on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et on va aborder le sujet des mémoires, les différentes mémoires et donc les différents types de mémoires. Alors, il y a premièrement, c'est une diapositive que j'ai empruntée à Frédéric Guilleret parce qu'elle était très très bien faite. Donc, on a une mémoire à très court terme, on l'a dit, ce qu'on appelle les mémoires sensorielles, de l'ordre de la milliseconde, donc ça va très très vite. La mémoire sensorielle, c'est du très court terme et c'est nos 5 sens qui sont sollicités pour mobiliser ces mémoires. Juste après, on a la mémoire de travail qui est du court terme. La mémoire de travail, c'est un peu notre établi, notre atelier mental sur lequel on va déposer plein de choses, on en reparlera après, et puis qui va nous permettre
on l'appelle aussi l'atelier du cerveau, qui va nous permettre d'organiser les choses. On a ensuite sur cette, donc c'est pour ça c'est les engrenages, parce que c'est un peu l'atelier. C'est une mémoire à court terme également. Elle est de moins en moins classée dans les mémoires, on la passe de plus en plus dans les fonctions exécutives, et peu importe, je pense que là, dans l'immédiat, c'est les considérations scientifiques et les détails ne sont pas forcément la priorité du moment. Et ensuite, on a des mémoires à long terme. Alors, dans les mémoires à long terme, on a des mémoires qu'on dit déclaratives et des mémoires qu'on dit non déclaratives. Donc, les déclaratives, c'est capable de déclamer. C'est la mémoire sémantique, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est peut-être une de celles qui nous sert le plus dans les temps d'apprentissage à l'école. Cette mémoire, c'est notre bibliothèque personnelle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va y ranger les idées, les définitions, les concepts, tout ce qu'on apprend. C'est notre petite bibliothèque intérieure à nous. Donc, ce qui est intéressant, alors elle est à long terme, la mémoire sémantique, et ce qui est intéressant, c'est que plus on est exposé à de l'info, plus on renforce la connaissance. C'est-à-dire que plus on a de connaissances, plus on renforce cette connaissance. Parce que plus on fait de liens entre des réseaux de neurones qui sont parallèles et qui sont sur des choses qu'on pourrait imaginer des fois pas faire le lien, mais quand on fait le lien, hop, en fait, on crée le réseau. Et c'est tellement vrai que c'est une règle de biologie sur les réseaux neuronaux, c'est la règle de Hebb, c'est-à-dire que des réseaux qui s'activent ensemble se connectent ensemble. C'est-à-dire, si vous apprenez un cours sur l'Espagne, ça serait de la mémoire sémantique, par exemple, vous allez mettre des choses dans la mémoire sémantique, mais si cet enfant qui apprend sur l'Espagne et allait passer ses dernières vacances en Espagne, lui, il a aussi de la mémoire, dont on reparlera tout à l'heure, qui est la mémoire des événements passés. Et donc là, on a d'autres réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones, comme ils s'activent ensemble, puisqu'on parle de l'Espagne, il y a le cours, il y a le voyage, et comme ça s'active ensemble, ça va se connecter ensemble. Et ce fait, ça va renforcer ces réseaux, il va être encore plus fort. Donc quand il va être plus fort, si on reprend notre image du chemin vers la forêt, c'est le chemin qui va être plus large et plus facile à emprunter. Un deuxième type donc, de mémoire déclarative, c'est celle dont je vous parle, le voyage en Espagne, ce qu'on appelle une mémoire épisodique, une mémoire des épisodes de sa vie, un anniversaire, un mariage, des événements heureux ou des événements malheureux, ça c'est de la mémoire épisodique. Donc voilà, je vous donne quelques exemples, ça c'est tous nos souvenirs, date, lieu des personnes, les gens qu'on a rencontrés le jour de l'anniversaire, etc., etc. Ça c'est une mémoire à long terme également. Un troisième type de mémoire, celle-ci n'est non déclarative, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la mémoire procédurale. Donc la mémoire procédurale, je vous en ai donné quelques exemples, en citant par exemple l'apprentissage des tables de multiplication, mais aussi l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'écriture, l'apprentissage de la marche, l'apprentissage à apprendre à faire du vélo, à faire du ski, à nager, etc., etc. Tout ça, c'est de la mémoire procédurale, c'est ce qu'on a appris, répété et et qui sont devenus pour la plupart des automatismes. Donc voilà, je vous en donne deux images, le ski et le vélo, qui sont des choses qu'on a automatisées. On ne sait plus expliquer les gestes, mais c'est quelque chose qu'on automatise. Alors, ce n'est pas forcément physique, hein, je vous donnais l'exemple des tables de multiplication, il peut y avoir d'autres exemples, hein, qui sont des automatismes. Juste avec le vélo, il y a une vidéo que vous pouvez aller chercher sur Internet qui est assez intéressante. Vous tapez vélo inversé, et vous avez l'expérience que quelqu'un a fait. Il a inversé le guidon et la roue, le sens. Quand il tourne le guidon à droite, la roue tourne à gauche et inversement. C'est-à-dire que c'est complètement antinaturel. C'est l'inverse du vélo tel qu'on le connaît. Et en fait, il a voulu voir combien de temps il mettait. Et vous irez voir cette petite expérience en tapant vélo inversé. Et il s'est passé un certain nombre de choses dans le cerveau. Il a fallu un certain temps. Mais au final, ce monsieur, puis après il a même appris, je crois, à son fils, qui a appris plus vite que lui d'ailleurs, ce monsieur, il a démontré que finalement, quelque chose de nouveau, on pouvait le réapprendre. Donc il a déconstruit un apprentissage qu'il avait en tête, faire du vélo avec un vélo normal, et il a reconstruit un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de faire du vélo, c'est-à-dire que quand on veut tourner à gauche, il faut tourner le guidon à droite. Et ça, c'est quelque chose qui est assez c'est anecdotique, par contre c'est assez rigolo à voir et à voir comment il l'explique également. Alors, ces caractéristiques de mémoire procédurale, donc c'est acquis par de nombreux exercices, des répétitions, des entraînements, généralement acquis pour la vie. Elles accélèrent donc la réalisation et limitent l'effort. Le cerveau en général est plutôt feignant, donc quand l'effort est limité, il aime bien. Donc tout ce qu'il peut automatiser, il automatise. Et parfois ça pose problème,
vous aurez peut-être l'occasion d'en reparler quand vous parlerez des trois systèmes, les systèmes heuristiques, algorithmiques et d'inhibition. Et puis toutes ces mémoires-là, procédurales, permettent de réaliser des doubles tâches, parce que c'est comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez automatisé quelque chose, vous pouvez faire autre chose en même temps. Quelque chose d'automatique demande très très peu d'énergie et le cerveau n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, donc vous pouvez faire autre chose à côté, de l'ordre de tenir une discussion ou de faire autre chose, c'est pas impossible. Alors là, on arrive au petit schéma, toujours emprunté à Fred, que je remercie, mais qui est très très parlant. Parce que vous avez là, donc on retrouve nos différents types de mémoire, les très courts termes, les courts termes et les longs termes. Mais c'est intéressant parce que on va voir comment l'information rentre d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire, si on arrive à voir, si vous suivez ma flèche, j'espère que vous la voyez, l'information arrive par les mémoires sensorielles, donc quelques millisecondes, et vont rapidement passer en mémoire de travail. Dans la mémoire de travail, il va y avoir donc une association, une fabrication du souvenir. C'est-à-dire, par exemple, comme je vous prenais l'exemple tout à l'heure, le cours qu'on est en train de faire de géographie sur l'Espagne et mon voyage en Espagne, on va tout associer ça et on va tout placer ça dans les mémoires sémantiques, c'est-à-dire la mémoire des choses qu'on est en train d'apprendre. Mais, comme je vous le disais, pour faire vos associations, vous êtes allé chercher, donc, vous avez passé votre cours d'histoire géo, là, vous essayez de le passer dans la mémoire sémantique, mais vous avez quand même utilisé à un moment donné, c'est pour ça que vous l'avez récupéré pour le ramener sur votre bureau, vous avez quand même ramené à un certain moment une information qui était en mémoire épisodique, c'est votre voyage en Espagne. Et donc, vous avez associé voyage en Espagne, cours d'histoire, cours de géographie du jour sur l'Espagne, et tout ça va pouvoir être consolidé parce qu'associé, repartir en mémoire sémantique. Donc ça, c'est chouette, ça marche bien. On a un exemple qui fonctionne bien. Donc de notre mémoire de travail, on va placer des choses dans nos mémoires sémantiques, épisodiques et procédurales. Et quand besoin se fait sentir, on va aller chercher des infos de nos mémoires sémantiques, épisodiques et procédurales pour les ramener en mémoire de travail, le temps nécessaire pour faire ce qu'on a à faire, traiter l'info, associer des choses, etc. Jusque-là, tout va bien. Il y a un terme dont on n'a pas parlé qui est vraiment le terme qu'il faut citer, c'est l'attention. Parce que si vous avez une bonne attention, si les enfants ont une bonne attention, les infos qui sont en mémoire sensorielle vont passer très facilement, d'une façon très fluide, en mémoire de travail et continuer leur chemin. Mais si à l'inverse, l'attention, comme elle est placée ici, c'est un mur, votre information qui est en mémoire sensorielle, elle va repartir, elle ne va pas rester. C'est l'équivalent de se cogner à un mur. Comme elle est en mémoire sensorielle quelques millisecondes, les 3-4 mots que vous venez de citer qui étaient importants pour le travail à faire, l'attention n'ayant pas fait son œuvre, ces quelques infos vont disparaître. Et quand vous allez demander à l'élève qu'est-ce que je viens de dire, il va dire je ne sais pas. Je n'ai pas entendu. Ils n'ont pas forcément pas entendu, mais assurément, ils n'ont pas été attentifs, ils n'ont pas écouté l'info et ils ne l'ont pas du tout fait passer sur de la mémoire de travail. Donc, vous voyez bien, et ce n'est pas le thème du jour, mais que l'attention dans les mémoires, elle n'est pas une mémoire, mais elle joue vraiment un rôle pour faire passer l'info d'une mémoire à l'autre. Alors, je fais un petit exercice que vous faites tout seul dans votre coin, et vous essayez avec les petits pictogrammes que vous avez vus, que Fred avait mis sur ses diaporamas, vous allez essayer d'associer les petits pictogrammes à la mémoire qui correspond. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de les replacer de mémoire, justement. C'est pour ça que je fais l'exercice, parce qu'il est intéressant de pratiquer ce qu'on est en train de dire. Ça va, vous avez réussi? Là, vous pouvez ouvrir un micro pour prendre la parole, il n'y a pas de problème. Alors. Allez, moi, je donne un premier. Je pense que la mémoire sémantique, c'est en lien avec le livre, la connaissance. L'info. Oui, allez, je vous laisse dire. Quelqu'un d'autre dit le suivant.
Comme ça, on se partage le. Alors, la sémantique, c'est le livre. Moi, je ferais ça. Oui. Après, qu'est-ce que les autres feraient? Alors, je ne sais plus combien on est exactement. Il me semble qu'on est 4. C'est ça. Je ne sais pas si d'autres gens sont Ah arrivés. bon? Je ne sais pas Les combien on est 12. actuellement. Mettez-le. Au début, on était 4 ou 5. Alors, mais comme je n'ai pas vu arriver les nouveaux parce que je n'ai pas le visuel, vu que je suis en partage. Ah, On est 12. On est 12. Bah, c'est parfait. Donc, allez, et puis, il y a d'autres personnes qui prennent la parole. Alors, laisse le micro. Alors, le vélo, la mémoire procédurale? oui, tout à fait. Le vélo, la mémoire procédurale. On en a déjà 2 de bons. Il en reste 3. Bon, alors, j'enchaîne, moi. Allez, c'est gentil. Ouais, je dirais l'œil, mémoire sensorielle, ça va passer par les sens. Et là, en l'occurrence, c'est l'œil qui est. Tout à fait. Tout à fait. Il nous en reste 2. Alors, Allez. sens, quand même. Ah. Ah, rappelez-vous, je vais vous faire un indice. C'est ce qu'on appelle un rappel indicé. Il y a une tête avec des engrenages. Et je vous ai parlé d'engrenages à un moment donné, qu'on posait sur un bureau, sur un établi. La mémoire de travail. Très bien, la mémoire de travail, tout à fait. Et il y a Patrick qui finit avec les bulles, c'est la mémoire épisodique. OK. Alors voilà. Voilà, le résultat, c'est tout à fait ça. La sémantique, l'épisodique, la sensorielle, la mémoire de travail et la mémoire procédurale. C'est intéressant parce que vous venez de tester justement quelque chose. Vous venez de tester votre mémoire et vous venez de tester quelque chose qu'on appelle la double modalité, c'est-à-dire que vous avez associé un mot à une image. Et ça, c'est quelque chose d'assez puissant en mémorisation. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. En tout cas, vous vous en rendez compte directement. Alors, si on parle de la mémoire de travail, donc la mémoire de travail, je reviens dessus, je vous ai dit qu'elle n'est pas forcément maintenant classée dans les mémoires, mais plus dans les fonctions exécutives, mais peu importe. Donc on a repris sur le petit schéma en haut à gauche, vous avez à nouveau un environnement, ça vous l'avez toujours autour de vous, vous allez percevoir des choses de cet environnement, vous allez les faire passer en mémoire de travail, et puis la mémoire de travail va vous permettre, vous aider à les faire passer en mémoire à long terme, ou aller les récupérer en mémoire à long terme pour les ramener en mémoire de travail. Voilà. Ça, c'est le rôle de la mémoire de travail. C'est donc ce qu'on appelle aussi l'atelier opérationnel du cerveau. Elle n'est pas tout à fait un espace de stockage à part entière et en tant que tel. C'est pour ça qu'on tend à la sortir des mémoires. C'est pas un seul endroit, ce qui est souvent le cas dans le cerveau. Il n'y a pas un endroit exact pour ci, un endroit exact pour ça. C'est un ensemble de régions à l'intérieur du cerveau qui sont en interaction les unes avec les autres et avec les autres familles de mémoire. Donc, vous pouvez comme ça avoir des régions qui sont sur l'avant du cerveau, par le cortex préfrontal, et qui vont aller en lien avec des régions à l'arrière du cerveau, les régions occipitaires. Donc, on a des allers-retours permanents entre les infos nouvelles et celles qu'on a déjà stockées. Donc, quand vous avez une info nouvelle qui rentre, par les sens, les yeux par exemple, vous allez parfois, quand vous pouvez le faire, aller voir si dans votre mémoire à long terme, elle ne correspond pas à quelque chose. C'est exactement ce que vous avez fait précédemment avec la double modalité visuelle avec l'image et le texte. C'est ce que vous retrouvez d'ailleurs dans les flashcards, par exemple, l'apprentissage par exemple des langues. Vous avez l'image et il faut retrouver le nom, des choses comme ça. Donc, on est directement là-dedans, dans des allers-retours permanents entre des infos nouvelles, infos qu'on a déjà stockées. Et évidemment, depuis la naissance, on peut même dire, même avant la naissance, le cerveau d'un enfant stocke des informations sensorielles de différents types. Et plus on avance en âge, et bien plus on en aura nos infos, plus on a d'informations dans le cerveau, donc plus on peut faire de liens. C'est un travail que vous faites, par exemple, quand vous faites des cartes mentales. Cartes mentales, vous essayez de faire des liens entre les choses. Et c'est l'intérêt, c'est parce qu'on fait des liens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on va favoriser et renforcer la mémorisation. Alors, un petit exercice que je vous permets de faire. Vous avez 20 secondes pour mémoriser les mots suivants, mais sans les noter. Alors bon, je ne peux pas contrôler, puis je ne veux pas contrôler. Donc, je vais simplement vous proposer de regarder pendant 20 secondes une liste de mots. Moi, je vais mettre un chronomètre pour être bien à 20 secondes. Et puis, à la suite, j'arrête et je vous donne la suite de la consigne. Alors, quand vous êtes prêts, je
je vous envoie la liste de mots. Voilà. Voilà. Maintenant, il faut que vous essayez de retrouver cette liste de mots. Alors là, vous avez le droit à un papier et un crayon. Essayez de les noter. Alors si vous jouez le jeu, hein, prenez le papier et le crayon, essayez de les noter. Voilà. Alors là, je ne vais pas vous redemander à chaque fois, je vais vous donner les réponses. Voilà, les réponses, vous les avez là. Abeille, limonade, vélo, souris et télévision. Donc, vous allez voir à peu près combien vous en avez retenu. Vous en aviez 5. Est-ce que vous êtes à 5 sur 5, 4 sur 5, 3 sur 5? Voilà, vous notez votre score. Ce n'est pas utile de me le donner, mais notez-le pour vous. Une fois que vous avez fait ça, on va faire un deuxième test. Je vais vous reproposer une liste de mots. Vous avez toujours 20 secondes et on fait la même chose. Donc voilà, essayez de les retenir sans les noter parce que ce qu'on veut essayer de démontrer, si on les note, ça ne marche pas. Donc, je suis parti. Je vous envoie la liste de mots et je vous mets ça pendant 20 secondes. C'est à vous. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Je vais considérer que vous avez fait le test et terminé d'écrire, parce que je ne vous vois pas. Et je vous donne les réponses. Voilà les réponses. Hélicoptère, source, ordinateur, chien, verre, crayon, casque, statue, lampe, bougie, coussin. Et là aussi, donc vous en avez 4 et 7, vous en avez 11. Oui, vous en avez 11. Donc vous faites un score sur 11. Vous voyez à combien vous êtes, vous notez votre score sur 11. Normalement, alors là, vous avez le droit de prendre la parole si vous voulez, vous en avez trouvé plus dans la première partie que dans la deuxième partie. Le premier exercice, vous avez été capable de récupérer en mémoire plus de mots dans le deuxième exercice. Normalement, c'est comme ça. Mais il peut y avoir des exceptions, que je pourrais expliquer d'ailleurs, mais je ne sais pas déjà s'il y a des exceptions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a trouvé plus de mots au deuxième qu'au premier? A priori, non. Non. Non, d'accord. Alors, ça, je vais vous l'expliquer, c'est complètement normal, parce que votre mémoire de travail a 2 caractéristiques. La première, c'est qu'elle est limitée en nombre d'éléments qui peuvent être mémorisés en même temps. On donne maintenant, avant on donnait 7, maintenant on donne 4, plus ou moins 1. Donc c'est très très petit. On ne peut pas garder en mémoire de travail plus de 5 éléments. Dans le premier cas, je vous en avais donné 7, ce qui était déjà beaucoup. Mais dans le deuxième cas, je vous en ai donné 11. À 11 éléments, votre mémoire de travail est complètement saturée. Et c'est normal. Et ce n'est pas que vous êtes mauvais, parce qu'on a toujours ces comparaisons qu'on essaye de faire. Non, il n'y a rien de mauvais. C'est que je suis en train de vous faire voir nos limites de mémoire de travail. Et la deuxième chose, c'est que cette mémoire de travail, elle est limitée en temps. Et le temps de rétention, c'est on est capable de garder dans cette mémoire de l'ordre d'une minute à peu près les mots qu'on a là. Et si on ne les retravaille pas, là, si vous ne les retravaillez pas, et on ne va pas les retravailler, dans 10 minutes, vous ne les avez plus. Il va vous en rester 1, 2, mais très peu.
Donc c'est là les deux petits logos. Le 1 qui montre à droite en rouge la règle, c'est pour montrer la limite du nombre d'éléments, ce qu'on appelle l'empamnésique. Et puis en bas, le temps, parce qu'avec le temps fait son œuvre, comme on le dit, et l'oubli arrive. Donc c'est un peu normal. Donc pour améliorer cette mémoire de travail, puisque c'est par elle que tout passe et qu'on va tout mettre en mémoire à long terme, il y a des petits trucs. C'est pour ça qu'il y en a qui ont pu avoir un peu plus au deuxième qu'au premier. C'est quand on associe des éléments entre eux. Par exemple, il y avait limonade et hélicoptère. Vous voyez un verre de limonade posé dans un hélicoptère. En général, plus c'est farfelu, plus ça marche. Et comme ça, vous pouvez associer tous les termes et ça vous permet d'en retenir plus. Parce que quand vous associez deux mots ensemble, alors je vous prends des chiffres. Si vous avez à retenir 2, 5, 3 et 9, ça fait 4 emplacements d'occupés dans la mémoire de travail. On l'a déjà quasi saturé. Mais si vous faites une association, là j'ai fait simple volontairement, 2 et 5, c'est 25, c'est le Doubs. 3 et 9, c'est 39, c'est le Jura. Là, vous avez non plus 4 espaces dans votre mémoire de travail, mais 2 espaces d'occupés. Donc, on occupe moins de place. C'est un premier truc. Deuxièmement, l'empamnésie qui dépend de la nature des éléments à mémoriser. Quand c'est effectivement, comme je vous l'ai donné là, des mots ou des chiffres, parfois on peut faire des associations, des chunks. Si c'était une suite de sigles ou une suite de lettres, ou une suite, vous voyez, il y a des choses, c'est beaucoup moins facile. Donc, les regroupements et les liens vont favoriser la rétention en mémoire de travail. Et plus on a mémorisé de savoir, plus il est facile d'en retenir de nouveau, parce que justement, vous faites des liens avec d'autres. Et il faut faire attention à ce fléau qui est l'illusion du savoir. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien avec les élèves quand ils bachotent. Parce que quand ils bachotent, ils essayent de faire un maximum de choses qu'ils mettent en mémoire de travail et qu'ils essayent d'entretenir jusqu'à ce que vous leur ayez donné la feuille de devoir. Ils s'empressent, avant peut-être même des fois de mettre leur nom sur la feuille, de gratter les choses qu'ils ont en mémoire de travail, parce que même sans le savoir et même sans formation, ils ont quand même bien conscience que ça ne dure pas longtemps, je pense. Donc, ils vont se dépêcher de recracher ça sur la feuille, et puis d'en cracher un maximum. Et si vous leur redemandiez la même chose dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans un mois, il resterait... L'expérience a été tentée, entre autres par Frédéric Guilleret, qui en fait part dans un livre. En fait, quand on fait un test en début d'année et quand on le refait à la fin, si on dit rien, si on propose rien au milieu, s'il ne se passe rien au milieu, il reste rien. Je crois qu'il était passé d'une moyenne de 10, moyenne de classe de 10 à un devoir de SVT au mois de février, à une moyenne de 2 en fin d'année. Voilà. Assez surprenant. Et pourtant, les élèves, ils ont l'impression de savoir. Hein. Ils ont l'impression de savoir. Mais alors ça, vous pouvez faire un petit test assez amusant, c'est que quand ils sont en train de bachoter dans le couloir ou dans l'heure d'étude, parce qu'ils ont un peu de temps avant, juste avant que vous leur donniez leur feuille de devoir, mais si juste avant de donner cette feuille de devoir, vous leur faites faire n'importe quelle autre activité, compter, travailler les tables de multiplication, lire un petit texte, n'importe quoi. Et si vous faites ça, et ça, ils n'aiment pas du tout. Et pourquoi ils n'aiment pas du tout? Parce que vous allez saturer leur mémoire de travail avec autre chose, et qu'ils ont fait sortir de leur mémoire de travail tout ce qu'ils étaient censés recracher dans les secondes qui allaient suivre ou les minutes qui allaient suivre leur entrée en cours. Et là, déjà, vous êtes en train d'abîmer la stratégie. Et ça va moins bien marcher. Alors, le but, ce n'est pas de piéger les élèves. Le but, c'est de leur faire comprendre l'intérêt de travailler autrement. Alors, si je fais court, et je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite, je vois qu'il n'est pas loin de 19h, et il nous reste une demi-heure. Donc, essayez d'associer ces principales caractéristiques, et toujours sur le même principe, ces deux petits items avec les caractéristiques de la mémoire de travail. Donc, il y a deux choses. Vous avez dû trouver la réponse. La première, c'est qu'elle est limitée en quantité d'éléments. Alors, c'est pas 7, hein, je n'ai pas corrigé, ça c'était des données plus anciennes. Mais maintenant, c'est ce que je vous dis, 4 plus ou moins 1, et elle est limitée en temps. Voilà. Alors, l'oubli, c'est le point noir de tout le monde, l'élève, de l'enseignant. Alors, lui, qu'est-ce que c'est que l'oubli? L'oubli, c'est souvent une difficulté de récupération. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément complètement... on l'a encodé, par exemple, ce mot nouveau, mais on n'est pas capable d'aller le chercher. Et ça, vous le savez tous, nous les adultes comme les enfants, c'est le mot au bout de la langue. On est presque prêt à le sortir, mais non, il ne veut pas sortir. Ah, zut! Donc, bon, une notion peut être définitivement perdue, c'est clair. Ça peut arriver. Mais elle est souvent difficile à récupérer. Parce qu'il y a la notion de rafraîchissement mémoire. Si on n'a pas rafraîchi ce qu'on est en train d'apprendre, si on ne le réactive pas, ça finit par disparaître. C'est la métaphore de la forêt et du sentier. D'où la nécessité de revenir sur les notions qu'on a déjà vues. Parce que
La plus grande perte mémorielle, c'est après un premier apprentissage. Donc, si on l'apprend qu'une fois, on est tranquille, on n'aura finalement pas appris grand-chose. Alors, on a une fameuse courbe qui est la courbe d'Ebbinghaus. Ebbinghaus, c'était un philosophe dans les années 1885 qui a essayé de se tester sur des groupes de lettres, lui, pour essayer de mémoriser. Et puis, il s'est rendu compte que son pourcentage de rétention, qui est sur la ligne des ordonnées, et ben, en fait, s'il ne réactivait pas, c'est la courbe noire, ben, quand il essayait de se rappeler après 10 minutes, ben, on va dire de ces 100 mots, c'était pas 100 mots, ben, de ce qu'il était en train d'apprendre, de ces lettres, il en avait un pourcentage assez important, proche de 100. Quand il laissait passer un jour, là, vous voyez que c'est, quand je vous dis qu'après la perte mémorielle, après un premier apprentissage, elle est vraiment vertigineuse. Là, il en arrivait, il restait vraiment, on n'est même pas à 50%, puis ça baisse au fil du temps. Mais par contre, il s'est rendu compte qu'en réactivant régulièrement, en se questionnant à 10 minutes, à un jour, à une semaine, à un mois, et finalement, il ne perdait pas complètement. La courbe ne redescendait pas. Et quand vous allez au final à 6 mois, ben vous vous rendez compte qu'entre celui qui n'a jamais réactivé et celui qui a réactivé, dans le cas présent, 1, 2, 3, 4, 5 fois, eh ben, on a un gain grâce au rappel qui est quand même important. Ça, c'est ce qui va permettre de parler des stratégies après. L'oubli, donc, c'est un processus neurobiologique utile, nécessaire, fondamental, parce qu'il sert. On n'a pas besoin de se souvenir de tout. C'est pas utile. On le dit, c'est ce qu'on prend comme exemple. C'est pas utile de savoir ce qu'on a mangé la semaine dernière ou quel temps il faisait il y a 15 jours. C'est pas forcément fondamental, sauf s'il y a une problématique particulière dans vos professions, vous avez besoin de le savoir. Donc, ça, c'est utile, c'est nécessaire. La plupart des difficultés donc, qui sont liées à l'oubli, elles peuvent être donc surmontées en modifiant les conditions de la mémorisation, on verra comment, et en faisant des reprises, c'est-à-dire en revenant sur ces questionnements, comme l'a fait Ebbinghaus en 1885. Son expérience a été critiquée au début, parce qu'il était tout seul, la cohorte était faible, mais ça a été repris par des tas d'études, avec des cohortes importantes, et ça a donné toujours le même résultat. Donc pourquoi c'est un phénomène utile? Parce qu'il n'y a pas nécessité de tout retenir, comme je vous le disais. L'accumulation ne sert à rien. Certaines situations, ben on va les oublier parce qu'on n'a pas envie de s'en souvenir quand c'est douloureux. Le cerveau a besoin donc d'oublier ce qui n'est pas pertinent pour pouvoir retravailler d'autres choses, et en particulier ça se fait pendant le sommeil. Et puis oublier une partie des infos, c'est ce qu'on contraindre à les réapprendre, donc à les consolider. Quand on dit les réapprendre, c'est en réalité les retravailler. Alors, je vais peut-être passer l'exercice, mais je vous laisse juste quelques secondes de façon à ce que vous le remettiez en tête. Et là, on ne va pas le corriger ensemble. Je vais vous apporter rapidement la correction. Voilà ce que vous aviez dans les petits pictogrammes. Allez, on est parti. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et pourquoi? Et que ça devient plus concret. Donc, comment on optimise cette mémorisation des connaissances? Qu'est-ce que nous ont apporté les sciences cognitives? Alors, le constat, tout d'abord, je vous le fais là, les constats, les conséquences. Les cours sont souvent délivrés par bloc, ça veut dire qu'on fait du bachotage. Les stratégies d'apprentissage sont passives, émassées dans le temps. On fait le chapitre 1, on le termine, et puis on passe à autre chose. Et puis, on le fait comment? Bon, en général, passif, c'est on le lit. Donc, les cours vont maximiser la mémorisation à court terme. Ça, c'est un classique. On a lu, relu, on a tout mis en mémoire de travail, puis on se dit que de ce fait, on sait, puisque là, tout de suite, on est capable de le redire. Les tests sont uniquement utilisés comme des tests de performance, c'est les contrôles, les devoirs surveillés, etc. Donc, c'est une note, ça nous sert à ça. Il y a peu de transfert de connaissances, de ce fait. Et la métacognition des étudiants n'est pas explicitement mise en œuvre, c'est-à-dire on ne leur parle pas forcément du apprendre à apprendre, ça revient à ce que je vous disais au début. Ils sont passifs dans leur révision, mais de toute façon, ça ne sert à rien, puisque monsieur, en maths, on est mauvais, c'est de famille, on n'y fera jamais rien. Quand on regarde un petit peu les techniques utilisées, on se rend compte qu'il y a des techniques, quand on va vers le bas, qui sont utilisées fréquemment, et plus on monte, je ne vais pas toutes les lire, mais plus vous montez dans le petit pilier là, pardon, je reviens en arrière, plus vous remontez dans la colonne, eh ben, meilleures sont les stratégies. Mais celles qu'on utilise, qui ont l'effet le plus faible, c'est une étude, je vous l'ai mise là, l'effet le plus faible, finalement, c'est les stratégies qu'on utilise, que les élèves du primaire à la fac utilisent le plus souvent.
Donc, surligner, ça c'est un grand classique. Relire plusieurs fois, c'est un grand classique, etc. Et quand vous allez tout au-dessus de cette colonne, vous regardez que les deux, celles qui sont le moins utilisées, c'est d'étaler ses révisions dans le temps, c'est-à-dire ne pas travailler un chapitre une fois, mais plusieurs, et de se tester. Mais ça, c'est ce qui est le moins utilisé par les étudiants. Alors, comment mettre ça en pratique? La première chose, c'est de cibler, de définir des essentiels. Vous ne pouvez pas tout faire retenir. C'est un grand débat, c'est une vraie problématique, mais des chercheurs, au personnel d'encadrement, aux enseignants, et je dirais même aux élèves et à leurs parents, tout le monde est assez d'accord sur le fait qu'il y a énormément de choses. Donc un référentiel étant énormément fourni et pléthorique, il va falloir faire un choix, il va falloir essayer de trouver les choses vraiment importantes dans un chapitre. De ce chapitre-là, quelles sont les 4 choses, les 5 choses vraiment essentielles que je veux que les élèves sachent à la fin. Donc c'est le principe de moins, mais mieux. On va en faire un peu moins, ce qui ne veut pas dire qu'on n'abordera pas tout, mais ce qui veut dire que ce qu'on veut vraiment qu'ils mémorisent, c'est ces 5 points-là. Alors, Stanislas Dehaene, donc, dont vous connaissez peut-être, dit « Fiction des objectifs clairs à l'apprentissage. Les élèves apprennent mieux lorsqu'on leur énonce clairement le but de l'apprentissage et qu'ils peuvent constater que tout ce qui leur est proposé converge vers ce but. Expliquons-leur clairement ce que l'on attend d'eux et restons concentrés sur ce but. » Ça, c'est assez intéressant parce qu'on essaiera d'en parler un petit peu après. Je vous passe très, très rapidement l'étude de Fred Guilleret dont je vous parlais tout à l'heure, avec ce devoir 4 que vous regardez qui est fait au mois de février avec une moyenne de 10, et puis un devoir qui est refait au mois de juin, donc c'est un SVT, devoir de connaissance, et un devoir qui est refait au mois de juin, avec une moyenne qui est à peine supérieure à 2, et avec des choses assez surprenantes, c'est-à-dire que des élèves qui pouvaient avoir des 15 ou des 17 au mois de février peuvent avoir des 3 ou des 4 au mois de juin. Donc c'est la grande question qu'on se pose tout le temps. Qu'est-ce qui leur reste à la fin? Si on ne fait rien, il reste ça. Alors, comment sélectionner les essentiels? Je vais essayer de passer assez vite là-dessus. Il faut les flécher, savoir qu'est-ce qui est important. Alors, on peut les flécher seul ou à plusieurs collègues de la discipline, voir qu'est-ce qui pourtant est important dans ce référentiel. On a 2 filtres qu'on donne en général, c'est des prérequis vraiment nécessaires pour la suite, et puis, et c'est particulièrement vrai au collège, la formation du citoyen de demain. Donc, primaire, collège, je pense que c'est dans le cadre du socle, c'est ce qui est attendu aussi. Les hiérarchiser, il y a des notions qui sont essentielles, qu'il faudra vraiment qu'ils retiennent, et puis il y en a d'autres qu'on pourra simplement aborder sans qu'ils aient nécessité de les retenir. Voire qui seront utiles à un moment donné pour passer à autre chose, pour aborder une autre notion, mais qui ne seront pas forcément nécessaires de retenir par la suite. Et ensuite, il faut les ficher, et on va y arriver. Les ficher, c'est les mettre en fiche pour que les élèves puissent les mémoriser, et on va y arriver. C'est ce qu'on va voir après, qu'on appelle la fiche de mémorisation, par exemple. En tout cas, c'est la mémorisation active. La mémorisation active, c'est on ne peut plus simple, c'est un principe tout bête, c'est se poser des questions. Ça, quand on pose des questions, quand on se pose des questions, on est plus efficace que quand on lit. Alors, je n'ai pas dit qu'on n'est pas efficace quand on lit, on est plus efficace quand on pose des questions. On peut lire, mais l'efficacité, on va le voir, n'est pas du tout la même. Alors, je passe le petit exercice parce qu'on va avancer un petit peu. Donc, la mémorisation active, se poser des questions sur ce que l'on doit retenir et tenter d'y répondre. Alors, il y a une étude de Zarombi qui a été faite en 2010, qui avait pris 3 groupes d'élèves, qui a testé ces 3 groupes sur les mêmes choses, avec une liste de 50 mots à apprendre. Le premier groupe, les rouges, ils avaient 8 lectures de cette liste de mots à faire, pas de test. Les oranges, ils avaient 6 lectures et 2 tests à faire sur cette liste de mots. Et le groupe vert, ils avaient 4 lectures et 4 tests. C'est-à-dire ils alternaient une lecture des listes de mots, un test. On les questionnait sur les mots. Une lecture, un test, où ils se questionnaient sur les mots. Ce qu'on se rend compte à la fin, et c'est une étude qui a été reproduite de nombreuses fois, c'est que après, pour les rouges, le pourcentage de mots mémorisés après 48 heures est de 17%. Pour les oranges, il est de 25%. Et pour les verts, il est de 39%. C'est-à-dire qu'entre les rouges et les verts, c'est quasi le double. Même plus que le double. Donc c'est vraiment intéressant, parce que la mémorisation passive, lire, cacher, réciter, tout ce qu'on fait comme ça, mais une fois, ça n'a pas un grand effet. C'est pas nul, c'est 17%, mais c'est pas un grand effet. Par contre, quand c'est actif, quand on se prépare des questions et quand on s'interroge ou quand on se fait interroger, on est à 39%, ce qui est quand même très élevé. Alors, quand les proposer, ces questions, on peut les proposer en début de cours, avant un nouveau chapitre. Ça peut être les prérequis, voir où on en est dans ce qu'on va faire, s'ils sont au point déjà avec ce dont ils ont besoin. Ça peut être pendant, quand on est en train de faire le cours, et puis ça peut être à la fin du cours, parce qu'on peut, à la fin d'un cours, pour poser quelques questions, puis voir ce qui reste aux élèves.
Et en voyant ce qui reste, c'est intéressant parce que vous leur permettez d'apprendre. Et ça ne se limitera pas à voir ce qui reste. Alors, l'exemple, c'est la fiche de mémorisation. Pourquoi? Parce qu'elle est relativement simple. Donc, c'est aux enseignants normalement de fournir les questions parce que c'est quand même un acte éminemment pédagogique que de faire des questions et des réponses. Elles sont ciblées sur les essentiels. Et là, les essentiels, c'est quand même vous qui les définissez. Ça rentre dans de la mémoire sémantique et procédurale. Sémantique pour ce qu'on a à retenir, mais procédurale par rapport à la façon de le faire. Ça permet de former, enfin, ça nécessite, pardon, de former les élèves et parfois leurs parents sur pourquoi on travaille comme ça, parce que sinon, ils vont lire, même avec une fiche de mémorisation. On va voir après ce que c'est, mais ils feront pareil, ils vont lire. Et ça donne donc il y a une nécessité d'information minimum sur tout ça pour que ce soit compris, pour qu'on sache pourquoi on fait une fiche de mémorisation. Alors, là encore, je remercie Fred pour ces exemples de SVT. Donc, on peut faire avec alors, on part du principe qu'il faudrait un principe d'info minimale. Déjà, si on fait du questionnement, c'est intéressant. Donc, vous avez une colonne de gauche et une colonne de droite. Colonne de gauche, les questions, colonne de droite, les réponses. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus simple. Ça peut se faire sur une feuille de papier. La consigne donnée à l'élève, c'est il cache la colonne de droite et il essaye de répondre aux questions qui sont dans la colonne de gauche. Alors, c'est l'exemple qui est donné là, ce qui est rouge. Vous voyez que la réponse, elle est vraiment... il y a déjà beaucoup de choses dans la réponse. Donc, en fait, s'il ne sait pas répondre, on ne sait pas identifier vraiment sur ce qu'il ne sait pas répondre. Si vous décryptez plus en détail, et si cette question du début, vous en faites 4 ou 5 questions, ici, vous en avez 4, vous avez 4 réponses différentes, et quand l'élève se trompe, il sait pertinemment que c'est plus sur celle-ci ou sur celle-là. Ce n'est pas tout. S'il ne sait pas définir l'ADN, il peut savoir quels sont les éléments communs, il peut savoir à quoi correspond le cytoplasme, et il peut savoir quelle est la fonction de la membrane plasmique. Mais ça lui permet vraiment de se dire, OK, la question 1, la question 3 et la question 4, ce n'est pas nécessaire que je revienne dessus demain ou après-demain, mais par contre, la 2, elle n'est pas maîtrisée. Donc ça permet vraiment d'avoir un guide et d'être au plus précis dans ce qu'il lui reste à faire. Alors, on peut la faire sous une autre forme, avec des petits logos, avec d'autres choses. C'est toujours le même principe, question, réponse, et le principe, c'est le questionnement. Alors, certains collègues me disent, mais sur le questionnement, l'élève, il peut tricher. Évidemment, évidemment. Mais la réussite, c'est Steve Masson qui donne cette formule, c'est les stratégies multipliées par des efforts. Les stratégies, vous les donnez. S'il y a 0 effort, les stratégies fois 0, ça fait 0. Donc, c'est la limite de notre métier. C'est qu'à un moment donné, on pourra peut-être retravailler dessus avec l'élève. Pourquoi il ne le fait pas, pourquoi il ne veut pas le faire. Mais en tout cas, on peut pas aller au-delà. On ne pourra pas faire à sa place. Donc la partie effort, elle revient à l'élève et il n'y a pas de secret. Voilà, une autre encore de grille avec l'auto-évaluation que vous avez fait, le nombre de fois où vous avez réactivé, donc ça peut être intéressant. Ça correspond peut-être, alors je pense au primaire, aux boîtes de Leitner, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, hein, c'est exactement le même principe. Après, il y a plein d'autres choses pour le faire. On peut faire des petits encarts dans le cours. Donc là, les questions, au lieu d'avoir une fiche, on se les pose après chaque paragraphe, après chaque partie du cours. C'est une autre façon. On peut le faire sous forme de cocotte, ça c'est peut-être plus dans le primaire. On peut le faire de façon très très détaillée, où là on replie la feuille, on la replie en deux, on a les élections en France, on a les questions à gauche, les réponses à droite, puis si on ouvre, on a les explications. Alors après, c'est à la libre interprétation de chacun. Chacun fait comme il veut, avec le temps qu'il a et comme il peut, parce qu'on a aussi cette contrainte à la fois de temps, et puis qu'on fait comme on peut, et on ne peut pas toujours tout faire. Parce que là, je vous montre plein d'exemples, et assurément, vous ne pourrez pas tout faire, évidemment. Alors, pourquoi elle est efficace, cette fiche de mémorisation? Premièrement, parce qu'elle cible des essentiels. Deuxièmement, parce que ça, c'est le grand point, c'est celui qu'il faudrait bien, peut-être même se mettre en tête, s'il n'y en a qu'un dans toute la diapo, là, c'est que le cerveau apprend mieux en s'interrogeant. Donc, si on interroge, si on s'interroge, quelle que soit la méthode, alors on va renforcer la mémorisation. C'était l'étude de Zarombi que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, quand on pose des questions, le cerveau cherche des réponses, il émet des hypothèses, et c'est le mode de fonctionnement d'un cerveau. Le cerveau est fait pour mémoriser, et il n'est pas simplement fait pour recevoir. Donc, la fiche de mémo, elle est à apprendre plusieurs fois, il faut la retravailler, et on peut faire ça sous une autre forme avec les élèves, c'est un cahier de réactivation. Donc, c'est la même idée, on a un cahier, je sais pas où je l'ai, on a un cahier avec des... je vais passer un cahier dans lequel on écrit des questions, on se le partage entre les membres de l'équipe qui ont envie de travailler comme ça, et puis on essaye de passer
Donc, le prof de SVT va poser une question du cours d'hier d'anglais, le prof de maths posera une question d'espagnol, etc. Et on croise, c'est assez amusant, les élèves aiment bien, ils sont assez friands de ça, parce qu'ils peuvent nous corriger, ils peuvent reprendre des choses. Donc, en général, c'est assez friand du cahier de réactivation. Ça marche très bien en primaire, collège, encore bien en seconde, après, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce qu'ils ont un peu l'impression qu'on les prend pour des bébés. Mais en tout cas, le principe est toujours le même. Donc l'idée du multitasking cette fois-ci, c'est qu'on va questionner, comme on l'a dit, mais pas une seule fois. On va questionner plusieurs fois dans le temps, comme on l'avait vu dans la courbe d'Ebbinghaus. Et donc un premier apprentissage est très dur, on dit qu'il exige un effort cognitif important, mais c'est l'ancrage, c'est la première trace, c'est les premiers pas dans le sentier de la forêt. Et il n'est jamais suffisant, on l'a vu, puisque la perte mémorielle est très importante. Et donc, il va falloir plusieurs reprises. Et on fait, c'est ce qu'on appelle le multitasking. On fait des reprises dans le temps avec les élèves qui peuvent être à 1 semaine, 2 semaines, 4, 8, 16 semaines. Il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus. À partir du moment où on espace, ça va être efficace. Et ce qu'on peut dire aux élèves, c'est qu'en général, quand vous en êtes à la 8e semaine, par exemple, ça va être beaucoup moins dur de travailler. Si l'élève a passé 20 minutes pour apprendre cette fiche les premières fois, quand il va continuer à travailler et à force de rappel, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il y a des choses, ça va venir naturellement. Le sentier dans la forêt se trace. Et plus il va être tracé, plus on va vite. Donc on n'y passera plus forcément 20 minutes. C'est ce qui est intéressant. Mais par contre, là aussi, ce qui reste vraiment, c'est que c'est un apprentissage acquis sur le long terme. Donc, ce multitasking, cette réactivation par rythme expansé, on l'appelle comme on veut, c'est le principe de la question qu'on va faire un certain nombre de fois. C'est une stratégie donc, qui est pilotée par le prof. Soit on fait des tests, soit on insère des questions dans les contrôles. Alors, soit on refait le même test, soit on reprend des questions de ce test qu'on va mettre dans un test suivant. Dans tous les cas, on prévient les élèves. Il n'y a pas de piège. On part un petit peu sur le principe, et vous pourrez taper ça aussi, c'est le constat, l'évaluation par contrat de confiance, le 2C, d'Antibi. Et vous trouvez ça sur Internet également. L'idée, c'est de prévenir au moins 1 semaine, voire 10 jours à l'avance. C'est-à-dire qu'ils aient à la fois le temps pour le réactiver plusieurs fois. Sinon, si c'est aujourd'hui pour demain, et vous comprenez bien que ça ne marche pas, il n'y a qu'un apprentissage. Et une nécessité, c'est d'avoir une notion claire de ce qu'il y a à apprendre. C'est les essentiels que vous avez remis sous forme de fiches de mémo ou d'autres tests. Donc, la reprise par rythme expansé, il y a 2 idées clés à retenir. C'est que c'est un apprentissage, ça nécessite un apprentissage initial solide sur un temps court. Et la consolidation se fait par le multitasking avec les écarts expansés et dans le temps. Il me reste 10 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Si c'est le cas, j'y réponds. Sinon, je continue. Alors, je continue. Comment planifier? Ça, c'est juste pour vous montrer l'outil. Une planification des reprises, un nombre de chapitres, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, un nombre de semaines dans l'année jusqu'à 36, les semaines travaillées. Et puis, vous allez planifier. En noir, c'est le temps d'étude du chapitre 1, par exemple. En vert, c'est les temps de réactivation, c'est-à-dire quand vous allez faire les tests, interroger dans le temps. Donc, vous avez un test à la semaine 4, un à la semaine 6, à la semaine 10, vous voyez qu'on espace. Et puis après, alors je vais passer assez rapidement, mais après, vous voyez qu'il y a des moments où il y a beaucoup d'apprentissage en même temps. Par exemple, sur la semaine 25, vous avez 4. Il faut retester le chapitre 1 la semaine 25, il faut retester le chapitre 4, il faut retester le chapitre 6 et le chapitre 8. Ça fait beaucoup. Donc, on essaye d'éviter d'en faire tant. Donc, ceux qui sont où il y en a trop, ils apparaissent ici en rouge. Vous essayez de les limiter et de les faire apparaître ailleurs, comme ça, de la semaine 25. Vous mettez à la semaine 26, vous en avez plus que 2, vous dispatchez un peu dans le temps. Voilà. Bon, je passe rapidement là-dessus. C'est des choses que vous allez essayer de faire. Quand on fait des planifications à l'année, vous le savez, il y a tellement d'éléments et d'événements dans une année qu'en général, on ne respecte jamais ces planifications et on la fait évoluer au cours de l'année. Ce n'est pas très grave. En tout cas, ça donne une bonne idée pour sa préparation en début d'année, de ce qu'on veut faire, du poids qu'on attribue, parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas montrée, oui, c'est regarder la colonne tout à droite, c'est le nombre de réactivations. C'est-à-dire que l'organisation des êtres vivants pluricellulaires, vous l'avez réactivée 5 fois. À l'inverse, les microbes, le chapitre 6, amis ennemis, vous l'avez réactivé aucune fois. C'est-à-dire que si vous avez des chapitres importants et si vous avez la possibilité de le faire, il vaut mieux les placer en début d'année parce que avec ce mécanisme-là, vous allez les réactiver beaucoup plus souvent qu'un chapitre qui arrivera en fin d'année. Alors, il y a beaucoup de choses. Là, je vais aller assez vite. Il y a des parcours individualisés, il y a des logiciels Quizlet, Anki,
qui vont permettre, alors là je vais passer assez rapidement dessus, qui permettent d'avoir des logiciels de mémorisation soit dans le téléphone, soit sur un ordinateur qui ressemble, en fait c'est le principe des flashcards. Il y a une question, l'élève s'interroge, après il clique pour trouver la réponse. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'un angle plus petit que l'angle droit? Donc il se questionne sur la question, il essaie de trouver une réponse, il regarde la réponse, c'est un angle aigu, est-ce qu'il avait trouvé ou pas? Et en fonction, il va cocher en dessous. Vous voyez, c'était trop dur, il conçoit lui-même que c'est à revoir, il va dire que c'était difficile, il va dire que c'était correct, que c'était facile. Et ça, c'est un algorithme qui va être intégré et qui va personnaliser les questions. C'est-à-dire, si cette question a été trop dure, pour lui, il va la ramener beaucoup plus souvent que des questions qu'il avait trouvées faciles. On a un système qui ressemble à ça, avec, alors là, ça sous-entend que vous créez les listes de cartes, hein, c'est vous qui créez les paquets de cartes pour Anki. On a quelque chose d'assez semblable avec Quizlet, qui est un petit peu plus ludique, mais qui a un principe qui est similaire, qui permet de favoriser la mémorisation à long terme avec un ancrage initial d'abord massé, une bimodalité, c'est-à-dire cette fois-ci, ce n'est pas forcément un mot avec une image, mais ça peut être pour les langues en particulier une bimodalité visuelle audio ou le mot et l'audio, etc. Donc on est toujours dans le même principe hein, sur Quizlet. On en a d'autres. Alors, Quizlet, il a l'avantage, voilà, c'est le même principe, il a l'avantage de partager, et on a ce qu'on peut faire, c'est des créations d'équipes avec Quizlet, et faire ce qu'on appelle des lives, des Quizlet live. C'est intéressant, les élèves aiment bien, de temps en temps en cours, ça leur met une autre dynamique, les équipes sont créées aléatoirement par Quizlet, et puis on voit en direct, projeté au tableau, les progressions des équipes, on avance, on recule, si on répond mal, etc. C'est une façon de se questionner qui peut être un peu plus ludique, et de temps en temps, pas toutes les fois bien évidemment, parce qu'on n'a pas le temps, mais de temps en temps, ça peut être intéressant. La digitale, voilà, exact, propose aussi des flashcards. La réactivation et son cahier, donc le cahier de réactivation, je vous en ai un petit peu parlé, ses avantages. Alors il peut être papier, il peut être numérique, hein, on peut faire tout ce qu'on veut aussi, hein. Les avantages du papier, il n'y a pas besoin de connexion Internet, il est facile d'utilisation. Les inconvénients, c'est on le perd, c'est un peu comme le cahier qu'on avait dans le temps, le cahier de texte, qui était souvent perdu, c'est un peu le risque. Le numérique, ben voilà, il n'y a pas de risque, il est d'un remplissage assez facile, mais ça nécessite quand même, on a des équipes où des collègues le font, ça nécessite quand même qu'un collègue le gère, relance pour que tout le monde mette les questions, etc., etc. On peut l'utiliser pour en faire ensuite des cartes Anki aussi. Il est d'un partage facile avec les élèves, mais lui nécessite une connexion Internet et puis d'être à l'aise avec l'outil numérique. Ça, c'est un peu ses inconvénients. Voilà, le principe, vous avez une photo à gauche d'un cahier de texte, d'un cahier de réactivation. Donc la question, la date, la question, la réponse, une réactivation à J+1, le lendemain du cours, une à +7, une à +30, une à +45. Voilà. Après, voilà, c'est des idées, hein, ça vous donne des grandes pistes d'outils qu'on peut utiliser. Voilà, il va me rester comme ça quelques minutes si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller sur le site sciencescognitives.fr parce que c'est un site qui est riche, alors là qui est énormément doté de nombreuses fiches qui ont été toutes revues, relues par des chercheurs, par des doctorants ou par des gens des labos auxquels on est adossé, et on est adossé auprès du labo du LabCID à Paris, et avec un certain nombre d'autres laboratoires en France. Donc c'est la garantie, alors c'est intéressant parce que c'est l'idée du départ dont je vous ai parlé, rassembler et rapprocher les laboratoires de recherche des classes et des enseignants qui sont sur le terrain en pédagogie. Et donc on a beaucoup de choses sur le site Coniclass, apprendre et former avec les sciences cognitives, beaucoup de choses gratuites. Il y a des choses payantes, mais je tiens à dire que l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives est une association de loi 1901, c'est-à-dire à but non lucratif, on est tous bénévoles dans l'association et on vit avec les subventions des adhérents, pour faire court. Donc, si vous avez envie d'adhérer, le petit appel de l'administrateur, n'hésitez pas à le faire, mais dans tous les cas, même si vous ne voulez pas adhérer, vous avez un certain nombre de choses qui peuvent déjà vous documenter, et n'ayez pas peur. Cibler sur un thème, là on était ce soir sur la mémorisation, essayez de cibler un thème, ne partez pas dans tous les thèmes parce que vous allez vous faire peur et vous allez vous perdre. Je vous le dis en connaissance de cause, j'ai agi comme ça la première fois et ça fait peur et on finit par tout fermer et à plus rien faire. Allez-y petit pas, petit pas comme disent les créoles, et prenez le temps d'aborder un thème et de l'enrichir, de le questionner et d'avancer dedans progressivement.
comme le chemin dans la forêt, avancez à votre rythme. Le tout, c'est de le faire souvent pour tracer le chemin. Voilà, je pense que ça, c'est important. Vous avez par exemple sur le site, voilà, vous pouvez rencontrer ça. Donc, vous avez une recherche par mots-clés, par catégorie, par thème ou par niveau. Je vous donne juste celui qui est là. Dans catégorie, vous avez Coniclass. C'est assez intéressant d'aller voir Coniclass parce que vous pouvez voir comment on crée une classe Coni avec les principes des sciences cognitives. Vous pouvez adhérer, là, il n'y a pas besoin d'être adhérent à l'association, vous pouvez vous inscrire au Coniclass et vous avez l'avantage d'être tenu au courant régulièrement de ce qui se fait et surtout d'être invité à des webinaires une fois tous les 3-4 mois avec des thèmes. Alors, si le thème vous correspond, vous pouvez venir. Vous êtes invité, bien évidemment, aucune obligation, mais c'est une invitation qui vous est faite pendant 1 heure, un soir de 18 à 19 en général. Voilà. Et puis, des bibliographies, vous avez beaucoup d'autres choses. Un magistère qui est aussi accessible sur le parcours magistère, que vous pouvez avoir avec cette formation, là aussi, avec 14 points clés, donc qui sont très riches, très fournis. C'est un magistère qui a été fabriqué par l'association et que le ministère utilise maintenant. Voilà, là c'est pareil. Si vous avez des thèmes, donc vous voyez que dans mémoire et mémorisation, on a les connaissances de base, vous allez retrouver des choses, mais ça va être beaucoup plus enrichi. Et puis les règles fondamentales de la mémorisation, là aussi vous allez retrouver un petit peu ce que j'ai dit, mais beaucoup plus enrichi, puisque il y a beaucoup plus d'1 heure et demie de webinaire, de magistère, accessible. Voilà, et puis en bibliographie, tout à gauche, un ouvrage qui est très sympa et qui est vraiment un ouvrage de vulgarisation, mais écrit à la nord-américaine, donc qui est fort sympathique à lire et qui se lit vraiment très facilement. Et puis d'autres ouvrages dont Apprendre à mieux mémoriser, qui a été donc écrit par Jean-Luc Berthier et Fred Guilleret, et puis Innover avec les sciences cognitives, également d'Adeline André, de Jean-Luc Berthier et Fred Guilleret, puis d'autres, vous en avez d'autres dans la collection. Et je crois que j'en ai terminé en vous laissant le site, les contacts, le Facebook et le Twitter. Et si vous avez une question ou deux, je peux répondre à une question ou deux, puisqu'il est 27. Moi, j'aurais une question. Je vous écoute. C'est juste que j'ai découvert que maintenant, l'amnésique était de 4 plus ou moins 1. J'étais Ouais. restée sur 7 plus ou moins 2. Oui, on a toujours dit ça, effectivement, jusqu'à il y a longtemps. Il y a une étude de Vasal, je crois, il faudrait que je vous retrouve l'étude, qui effectivement ramène à 4 plus ou moins 2, parce qu'il y avait a priori un biais, les chercheurs l'expliquaient ainsi, un biais sur le 7 plus ou moins 2, parce que c'était des choses qu'on pouvait associer justement dans les études qui avaient été faites à 7 plus ou moins 2. Il y avait des chunks de possibles qui finalement modifiaient en fait l'empamnésique, enfin pas, il modifiait pas l'empant, mais il modifiait les quantités de choses à mémoriser. Et c'est pour ça que ça a été revu. J'ai l'étude, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais j'ai l'étude, oui, j'ai l'étude, il n'y a pas de problème, qui nous amène à 4 plus ou moins 1 maintenant. Le chiffre magique est plus 7, mais il est 4. D'accord. Et elle est récente, cette étude, du coup? Non, elle a une dizaine d'années. Ah ouais, mince. Alors, j'ai un mail que je ne sais pas si je peux écrire dans le... je vais sortir du partage et puis je vais vous écrire mon mail dans le chat. Si vous voulez, je pourrais vous communiquer les références. Je veux bien, oui. Oui, il n'y a pas de souci. Il faut juste que je sorte de ça. Alors là, hop. Je t'arrête le partage. Voilà. Dans le chat, je vais vous mettre mon mail académique. Et puis n'hésitez pas, je peux répondre parce que là, ça a été un peu rapide. Hein, je suis assez bavard et j'avais plein de choses à vous dire. Et du coup, j'ai été assez long. Voilà. Hop. Voilà, je vous envoie mon mail professionnel. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Et je peux vous communiquer en quête. Vous me reprécisez juste dans quel cadre on s'est entendu et qu'on parle bien de l'étude de l'empamnésique. D'accord, merci beaucoup. Mais de rien, je vous en prie. En tout cas, j'espère que ça vous aura convenu et je vous souhaite, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 29. On peut prendre une autre question aussi si vous en avez d'autres. J'ai encore un peu de temps.